Recalée au mariage de ma sœur, elle a ricané, tu croyais être invité? J'ai laissé un cadeau et suis parti. Ce quel Y a trouvé la pousse à m'appeler sans fin, mais je ne répondrai plus jamais. Je m'appelle Amélie Dubois et j'ai 28 ans. Il y a 6 mois, j'ai pris l'avion de Nice à Paris pour le grand jour de ma sœur Victoire. Quand je suis arrivé sur le lieu de la réception et que j'ai donné mon nom, le personnel a semblé perplexe. Ils ont parcouru la liste des invités une fois, 2 fois, puis m'ont regardé avec pitié. Je suis désolé, madame. Votre nom n'est pas sur la liste. J'ai appelé ma sœur pour lui demander. Elle a ricané au téléphone. Tu pensais vraiment que tu serais invité? Alors, je suis parti discrètement. J'ai déposé un cadeau sur la table, juste une petite boîte argentée. Des heures plus tard, quand Victoire l'a ouverte devant 400 invités, elle a vu ce qu'il y avait à l'intérieur, et elle n'a pas cessé d'appeler depuis. Mais je n'ai jamais répondu. J'ai grandi dans une maison de 3 étages dans le 16e arrondissement de Paris. De l'extérieur, nous ressemblions à la famille parfaite, riche, respectée, le genre de personne qui passait ses étés sur l'île de Ré et faisait des dons aux bonnes œuvres de charité. Mais entre ces murs, il y avait 2 filles et une seule qui comptait. Victoire avait 3 ans de plus que moi. Elle avait la plus grande chambre, les vêtements de créateur, les leçons de piano, le spectacle de danse auquel nos parents assistaient réellement. Moi, je recevais les vêtements usagés et le silence. C'est à mon 10e anniversaire que j'ai enfin compris ma place dans cette famille. J'avais compté les jours. Avoir 2 chiffres me semblait important. J'imaginais des ballons, un gâteau avec mon nom dessus, peut-être même une fête comme celle que Victoire avait eue, celle avec le poney, le déjeuner traiteur et 40 enfants de sa classe. Ce matin-là, je me suis réveillé tôt et j'ai dévalé les escaliers. La cuisine était vide. Ma mère était au téléphone, organisant le prochain bal des débutantes de Victoire. Mon père était déjà parti travailler. Aucun d'eux n'a levé les yeux quand je suis entré. Maman, j'ai dit, c'est mon anniversaire. Elle a couvert le récepteur. Je sais, ma chérie. On fera quelque chose plus tard. Ils ne l'ont jamais fait. Mais ce soir-là, on a frappé à la porte de ma chambre. C'était grand-mère Éléonore, la mère de mon père, tenant une petite boîte emballée. Joyeux anniversaire, ma chérie, dit-elle en s'asseyant sur le bord de mon lit. À l'intérieur se trouvait un appareil photo, pas un jouet, un vrai, avec une lanière en cuir et un boîtier argenté qui semblait lourd dans mes petites mains. Tu as l'œil d'une artiste, ma chère. Elle a touché ma joue. Un jour, le monde verra ce que je vois en toi. Je ne le savais pas à l'époque, but cet appareil photo allait changer toute ma vie. Et grand-mère Éléonore, elle savait exactement ce qu'elle était en train de semer. 8 ans plus tard, j'ai obtenu mon baccalauréat avec une bourse complète pour les Beaux-Arts de Paris, l'une des meilleures écoles d'art du pays. Je pensais que peut-être, enfin, mes parents me remarqueraient. La cérémonie avait lieu un samedi après-midi. J'avais été choisi pour prononcer un court discours sur la poursuite de sa passion. J'ai répété pendant des semaines, imaginant le sourire fier de ma mère, la poignée de main ferme de mon père. Le matin de la remise des diplômes, je suis descendu en toge et mortier. Victoire était à la table de la cuisine, faisant défiler son téléphone. Mes parents étaient penchés sur l'ordinateur portable de mon père. La cérémonie commence à 14 h, j'ai dit. On devrait partir à 13 h pour avoir de bonnes places. Ma mère n'a pas levé les yeux. Ma chérie, quelque chose est arrivé. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon père m'a finalement jeté un regard. Victoire a un événement de réseautage avec BNP Paribas. C'est une énorme opportunité pour sa carrière. On ne peut pas manquer ça. Je suis resté là, dans ma toge, serrant mes notes de discours. C'est ma remise de diplôme. La photographie n'est pas une vraie carrière, Amélie. La voix de mon père était plate. Tu devrais peut-être penser à une école de commerce comme ta sœur. Victoire a eu un sourire narquois mais n'a rien dit. Je suis allé à cette cérémonie seul. J'ai prononcé mon discours devant une salle pleine d'inconnus. Et quand ils ont appelé mon nom pour recevoir mon diplôme, j'ai regardé le public et n'ai vu qu'un seul visage familier. Grand-mère Éléonore. Au premier rang, applaudissant plus fort que n'importe qui. Après, elle a pris mes mains dans les siennes. Souviens-toi, ma chérie, a-t-elle murmuré.
Les plus grands trésors ne sont pas toujours ceux pour lesquels les gens se battent. Parfois, ce sont ceux qui sont transmis discrètement. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Pas à ce moment-là, mais j'allais comprendre. Des années plus tard, debout devant le lieu du mariage de ma sœur avec une boîte argentée dans les mains, j'allais tout comprendre. Après mon diplôme, j'ai fait 2 valises et acheté un billet aller simple pour Nice. Je n'ai pas dit au revoir. Il n'y avait personne à qui le dire. Pendant les 10 années suivantes, j'ai construit ma vie en silence. J'ai commencé comme assistante d'un photographe de mariage, portant du matériel et ajustant l'éclairage. J'ai appris tout ce que je pouvais. J'ai économisé chaque centime. Et lentement, client par client, j'ai construit quelque chose à moi. Ma famille ne m'a jamais interrogé sur mon travail. Pour eux, j'étais toujours Amélie qui prend des photos d'inconnus. Victoire appelait de temps en temps, non pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour me tenir au courant de ses réussites. Directrice marketing senior à 29 ans, bureau d'angle, fiancée à un gestionnaire de fonds spéculatifs. Chaque conversation était une performance et j'étais son seul public. Je viens de conclure une campagne à 7 chiffres, a-t-elle dit un soir. Et toi? Toujours en train de faire tes petites séances photos? J'étais assise dans mon bureau à ce moment-là, celui avec des baies vitrées donnant sur le centre-ville de Nice. Celui avec des récompenses sur les murs et une liste de clients qui lui feraient tourner la tête. Je vais bien, Victoire. Félicitations pour ta campagne. Merci. Papa et maman organisent un dîner de célébration pour moi la semaine prochaine. Évidemment, tu n'es pas invité. C'est juste la famille proche. J'ai laissé cela s'imprégner. Famille proche. Bien sûr, j'ai dit, passez un merveilleux moment. J'ai raccroché et j'ai regardé autour de mon bureau. Everlit Studio, mon entreprise, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Des clients célèbres, des articles de magazines, une équipe de 12 personnes. Victoire n'en avait aucune idée. Aucun d'entre eux. Et pendant longtemps, je me suis dit que je m'en fichais. Je me suis dit que leur approbation n'avait plus d'importance. Mais ensuite, grand-mère Éléonore est morte et tout a changé. L'appel est arrivé un mardi matin. Je passais en revue des contrats quand mon téléphone a sonné. Un numéro de Paris que je ne reconnaissais pas. Mademoiselle Dubois, ici Maître Lawson, l'avocat de votre grand-mère. Je suis désolé de vous informer qu'Éléonore Hartwell est décédée la nuit dernière. Le monde s'est arrêté. Grand-mère Éléonore avait 82 ans. Elle ralentissait depuis des années, mais j'avais toujours pensé qu'il y aurait plus de temps. Une visite de plus, un appel de plus, une chance de plus de lui dire à quel point elle comptait pour moi. J'ai pris l'avion pour Paris le jour même. Les funérailles ont eu lieu à l'église de la Sainte-Trinité, remplie de centaines de personnes dont elle avait touché la vie. Grand-mère Éléonore avait été une mécène des arts de premier plan. Elle avait financé des galeries, des bourses, des artistes émergents. Elle croyait en la beauté et aux gens qui la créaient. J'étais assise seule au 3e rang. Mes parents étaient devant, acceptant les condoléances. Victoire se tenait à leur côté dans une robe noire de créateur, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Mais j'ai remarqué quelque chose. Entre les étreintes compatissantes, Victoire n'arrêtait pas de jeter des regards à ma mère et ma mère à mon père. Il chuchotait à propos de quelque chose. La collection de bijoux. J'ai entendu Victoire dire. As-tu parlé à l'avocat pour savoir quand nous pourrons? Pas ici, a sifflé ma mère. On en discutera après. Je fixais le cercueil de grand-mère Éléonore pendant que ma famille comptait ses biens comme un inventaire. Elle méritait mieux. Nous méritions tous mieux. Après le service, alors que les gens sortaient, une main a touché mon épaule. Maître Lawson, l'avocat, cheveux gris, yeux bienveillants. Mademoiselle Dubois, dit-il doucement. Pourriez-vous rester après? Il y a quelque chose que votre grand-mère voulait que vous ayez. Mon cœur s'est serré. Bien sûr. Je n'avais aucune idée que ce qu'il s'apprêtait à me montrer allait tout changer. Maître Lawson m'a conduite à un petit bureau à l'arrière de l'église. Il a fermé la porte et s'est assis en face de moi, une enveloppe Kraft à la main. Votre grand-mère est venue me voir il y a 2 ans, a-t-il commencé. Elle était très précise sur ses souhaits. Ce que je vais vous montrer est distinct de son testament public.
Il a fait glisser l'enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvaient 2 documents et une lettre. Le premier document était un avenant notarié à sa succession. J'ai lu les mots 3 fois avant qu'ils ne fassent leur chemin. La collection de bijoux Hartwell. Toute sa collection, évaluée à 2,3 millions d'euros, était à moi. Pas à Victoire. Pas à ma mère. À moi. Mes mains tremblaient en ouvrant la lettre. Ma très chère Amélie, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Mais j'ai besoin que tu comprennes pourquoi j'ai fait ce choix. Victoire voit ces bijoux comme des trophées, des symboles de statut à exhiber et à faire envier. Mais toi, ma chérie, tu vois leur histoire, leur signification. Tu comprends que la beauté n'est pas une question de possession. C'est une question de préservation. Ta mère et ta sœur seront en colère. Elles diront que j'ai fait une erreur. Mais je t'ai vu devenir quelqu'un de remarquable, même quand personne d'autre ne regardait. Ces bijoux appartiennent à quelqu'un qui les honorera. Ils t'appartiennent. Tout mon amour, grand-mère Éléonore. J'ai pressé la lettre contre ma poitrine, des larmes coulant sur mon visage. Il y a une autre chose, dit doucement maître Lawson. Votre grand-mère a demandé que cela reste confidentiel jusqu'à ce que vous décidiez du bon moment pour le révéler. J'ai hoché la tête, incapable de parler. J'ai rangé les documents dans mon sac et suis sorti de cette église avec un secret qui resterait dans mon cœur pendant 6 mois. Je ne savais pas alors que je l'utiliserais au mariage de ma sœur. 3 mois après les funérailles, j'ai appris la nouvelle. Victoire était fiancée. Marc Thériault, une vieille famille de Normandie. Sa famille possédait la moitié de l'immobilier commercial de la région. C'était le genre de mariage dont mes parents avaient toujours rêvé, la richesse épousant la richesse, le statut cimentant le statut. Le mariage aurait lieu au Grand Hôtel Belmont à Paris. 400 invités, un budget à 6 chiffres, chaque détail planifié à la perfection. J'ai attendu mon invitation. Des semaines ont passé. Rien. Je vérifiais mon courrier tous les jours. Je rafraîchissais mes emails constamment. Je me suis dit qu'il devait y avoir un retard. Que sûrement ma propre sœur ne ferait pas ça. Finalement, j'ai appelé ma mère. Maman, je n'ai pas encore reçu mon invitation au mariage de Victoire. Dois-je RSVP directement à Elou? Il y eut une longue pause. Amélie. La voix de ma mère était prudente. Victoire voulait que je te parle de ça. Mon estomac s'est noué. C'est juste que le mariage est très intime. Victoire a pensé qu'il serait préférable que tu ne viennes pas. Intime? J'ai failli rire. J'ai vu sur son Instagram qu'il y a 400 invités. Une autre pause. Tu sais comment tu peux être à ces événements. Gênante. Nous ne voulons rien qui puisse distraire de la journée de Victoire. Je suis resté assise en silence. Le téléphone pressé contre mon oreille. Je vois. J'ai dit finalement. Merci de me l'avoir fait savoir, maman. J'ai raccroché. Cette nuit-là, j'ai fait défiler les réseaux sociaux de Victoire. Des photos de son essayage de robe, de sa fête de fiançailles, de sa liste de mariage chez Cartier, des commentaires de centaines de personnes la félicitant, 400 invités, mais pas une seule place pour sa propre sœur. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Et puis j'ai pris ma décision. Maintenant, je dois vous demander quelque chose. Si vous étiez à ma place, si votre propre famille vous interdisait d'assister au mariage de votre sœur et mentait en disant que c'était intime, que feriez-vous? Vous présenteriez-vous quand même? Partiriez-vous pour toujours? Feriez-vous quelque chose de complètement différent? Mettez votre réponse dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous choisiriez. Et pendant que vous y réfléchissez, cliquez sur ce bouton d'abonnement pour ne pas manquer la suite. Parce que ce que j'ai fait, personne ne l'a vu venir. J'ai réservé mon vol 3 jours avant le mariage. De Nice à Paris. Allez simple. Je n'ai prévenu personne. Je n'ai pas demandé la permission. J'ai simplement fait un petit sac et préparé la seule chose que je devais apporter, un cadeau. Il était posé sur le comptoir de ma cuisine dans une boîte argentée avec un ruban blanc, assez petit pour tenir dans mon sac à main, assez léger pour qu'on ne devine jamais ce qu'il y avait à l'intérieur. La nuit précédant mon vol, je n'ai pas pu dormir.
Je n'arrêtais pas de me demander si je faisais ce qu'il fallait. Une partie de moi voulait rester à la maison, me protéger d'un autre rejet, prétendre que je m'en fichais. Mais je m'en fichais. C'était ça le problème. Pendant 28 ans, j'avais été invisible pour ma famille. J'avais accepté leur mépris, leur favoritisme, leur cruauté désinvolte. J'avais construit une vie à 5000 km de là et je me disais que c'était suffisant. Ce n'était pas le cas. Je ne prenais pas l'avion pour Paris pour me venger. Je n'allais pas faire de scène ni gâcher la journée de victoire. Je voulais juste faire une chose. Je voulais offrir un cadeau de mariage à ma sœur. Je voulais être vu, juste une fois, comme quelqu'un qui existait. À 6 heures du matin, j'ai enfilé une simple robe bleu marine, j'ai mis mon rouge à lèvres et je me suis regardé dans le miroir. Tu peux le faire, ai-je murmuré. J'ai pris la boîte argentée et l'ai glissée dans mon sac. Je ne savais pas ce qui se passerait quand Victoire l'ouvrirait. Je ne savais pas si ça changerait quoi que ce soit ou rien du tout, mais je savais que je ne pouvais pas continuer à porter ce secret pour toujours. Certaines vérités doivent éclater, et grand-mère Éléonore m'avait fait confiance pour trouver le bon moment. Alors que mon avion décollait de la piste, j'ai réalisé que le moment était enfin venu. Le grand hôtel Belmont était tout ce que j'attendais et plus encore. Des lustres en cristal, des sols en marbre, d'énormes arrangements floraux dans le hall qui coûtaient probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Un quatuor à cordes jouait doucement près de l'entrée tandis que des invités en robe de créateurs et costumes sur mesure se dirigeaient vers la salle de bal. Je suis resté à l'écart de tout cela, serrant ma boîte argentée. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'ai lissé ma robe, rose poudrée, modeste, élégante, et je me suis dirigé vers la table d'accueil. 2 jeunes femmes en noir étaient assises derrière une liste d'invités qui ressemblait à un petit roman. « Bonjour », j'ai dit. « Je suis ici pour le mariage du Bois-Thériault. »« Bien sûr. »« Votre nom, s'il vous plaît. »« Amélie Dubois. »« Je suis la sœur de la mariée. » La femme a souri et a baissé les yeux sur sa liste. Son doigt a parcouru les dés 1 fois, 2 fois, une 3e fois. Le sourire s'est estompé. « Je suis désolé, madame. Votre nom n'est pas sur la liste. Pourriez-vous vérifier à nouveau ? DUBOIS. Elle a tourné plusieurs pages. L'autre réceptionniste s'est penchée pour aider. Il y a un Harold Dubois, a-t-elle dit. Une Patricia Dubois, une Victoire Dubois, bientôt Thériault. Mais elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Pas d'Amélie. Les portes de la salle de bal étaient ouvertes derrière elle. Je pouvais voir des nappes blanches, des centres de table imposants, des centaines de personnes riant et buvant du champagne. 400 invités. Mais mon nom n'était pas sur la liste. La réceptionniste s'est agitée, mal à l'aise. Madame, y a-t-il quelqu'un que je pourrais appeler pour vous ? Non, ai-je dit doucement. Ce n'est pas grave. Je vais m'en occuper moi-même. Je me suis éloigné de la table et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains étaient stables lorsque j'ai composé le numéro de Victoire. Il a sonné 1 fois, 2 fois, puis ma sœur a répondu. Allô. La voix de Victoire était sèche, impatiente. Derrière elle, je pouvais entendre le bourdonnement du cocktail. Des verres qui tintent, de la musique, des rires. Victoire, c'est Amélie. Une pause, puis un soupir. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis un peu occupé. Je suis à l'hôtel. Mon nom n'est pas sur la liste des invités. Silence. J'ai attendu. Je sais, a-t-elle finalement dit. C'est parce que tu n'étais pas invité. Même si je m'y attendais, les mots m'ont frappé comme une gifle. Je suis ta sœur. Et Victoire a ri, un son froid et cassant. Tu pensais vraiment que tu serais invité ? Ce mariage est pour les gens qui comptent, Amélie. Des gens importants, pas quelqu'un qui prend des photos pour vivre. J'ai fermé les yeux. J'ai traversé le pays en avion. C'est ton problème, pas le mien. Je ne t'ai pas demandé de venir. Je voulais juste te donner un cadeau, te souhaiter le meilleur. Un cadeau ? Elle a reniflé. Qu'est-ce que tu pourrais bien me donner que je n'ai pas déjà ? Laisse-moi deviner. Un album photo fait maison, un bon pour une séance de portrait gratuite. Je n'ai rien dit.
Laisse-moi être clair, a poursuivi Victoire. Personne ne veut de toi ici. Ni maman, ni papa, et certainement pas moi. Tu as toujours été une honte pour cette famille. Rentre chez toi, Amélie. Retourne à ta petite vie à Nice et arrête de prétendre que tu as ta place dans la mienne. Je suis resté dans le hall de l'hôtel, entouré d'inconnus, et j'ai laissé ces mots me submerger. J'aurais pu me battre. J'aurais pu crier, pleurer, supplier, mais je ne l'ai pas fait. Je comprends, j'ai dit. Ma voix était calme, égale même. Je laisserai ton cadeau à la table d'accueil. D'accord, peu importe. Ne fais pas de scène, elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone un instant, puis j'ai souri parce que je savais exactement ce qu'il y avait dans cette boîte, et je savais exactement quand elle l'ouvrirait. La table des cadeaux était un chef-d'œuvre d'excès. Des centaines de boîtes emballées de toutes tailles, bleu Cartier, orange Hermès, blanc brillant avec des nœuds dorés, des carafes en cristal, des cadres en argent, des enveloppes qui contenaient sans aucun doute des chèques avec de nombreux zéros. Je me suis dirigé lentement vers elle, ma boîte argentée à la main. La réceptionniste qui m'avait refusé l'entrée regardait depuis son poste. Son expression était incertaine. Compatissante peut-être, ou simplement confuse par la femme qui avait été rejetée mais qui n'était pas partie. J'ai trouvé un espace vide près du bord de la table et j'y ai déposé mon cadeau. Il paraissait petit au milieu de cette splendeur, humble, facile à manquer. J'ai sorti une carte de mon sac et l'ai glissée sous le ruban. Pour Victoire, de la part de ta sœur Amélie. Madame. Je me suis retourné. La réceptionniste s'était approchée, sa voix douce. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir rester? Je pourrais essayer de parler avec l'organisatrice du mariage, peut-être. Non, merci. Je lui ai adressé un petit sourire. Certains cadeaux parlent plus fort lorsque le donateur est absent. Elle a cligné des yeux, clairement incertaine de ce qu'il fallait en penser. J'ai jeté un dernier regard aux portes de la salle de bal. Quelque part à l'intérieur, ma famille célébrait. Ma mère complimentait probablement la robe de Victoire. Mon père serrait probablement la main de personnes importantes. Et Victoire rayonnait probablement, se prélassant dans l'attention qu'elle avait toujours désirée. Aucun d'eux ne pensait à moi. Ce n'était pas grave. Ils allaient bientôt penser à moi. Je me suis retourné et j'ai traversé le hall, passant devant les lustres, le quatuor à cordes et les belles personnes dans leurs beaux vêtements. Je n'ai pas regardé en arrière. Dehors, l'air d'automne était vif et pur. J'ai pris une profonde inspiration, sorti mon téléphone et réservé le prochain vol pour Nice. Alors que mon taxi s'éloignait du Grand Belmont, j'ai souri. La réception allait commencer d'une minute à l'autre, et bientôt Victoire se saisirait de mon cadeau. Mais avant que je vous raconte ce qui s'est passé ensuite, je dois vous ramener 2 mois en arrière, au moment où le destin, ou peut-être l'esprit de grand-mère Éléonore, a décidé de jouer une dernière carte. C'était un mercredi après-midi. J'étais à mon bureau en train de vérifier des factures quand mon assistante a frappé à ma porte. « Amélie, tu as un appel. » Une certaine Caroline Ashford. Mon cœur a fait un bond. Caroline Ashford était une légende dans l'industrie du mariage, propriétaire d'Ashford Events, l'agence d'organisation de mariage la plus exclusive de la Côte d'Azur. Elle avait coordonné des cérémonies pour des sénateurs, des célébrités, des dynasties de la vieille bourgeoisie. Elle avait aussi été la plus proche amie de grand-mère Éléonore. J'ai décroché le téléphone. Madame Ashford, ça fait longtemps. Trop longtemps, ma chère. Sa voix était chaleureuse, familière. Éléonore parlait constamment de toi, tu sais. Elle était si fière de ce que tu as construit. Ma gorge s'est nouée. Merci. Je t'appelle parce que j'ai une mariée à Paris qui a besoin d'un photographe. Très particulière, très exigeante. Elle veut le meilleur. Et je lui ai dit qu'Everlit Studio est le meilleur. J'apprécie la recommandation. Il y a une chose que tu dois savoir. Caroline a fait une pause. La mariée est ta sœur. Je suis resté très immobile. Victoire a signé le contrat la semaine dernière, a poursuivi Caroline. Elle n'a aucune idée que tu possèdes l'entreprise. Elle a juste vu notre portfolio et est tombée amoureuse du travail. Vous le saviez. Et vous nous avez quand même recommandé. Ta grand-mère l'aurait voulu, Amélie.
Elle disait toujours, la vérité trouve son propre chemin. La voix de Caroline s'est adoucie. Le contrat est déjà signé. 15 000 € d'acompte non remboursable. Que tu te présentes personnellement ou non, c'est entièrement ton choix. J'ai regardé par la fenêtre l'horizon de Nice. Ma sœur m'avait embauché. Elle avait signé un contrat avec l'entreprise dont elle ignorait que j'étais la propriétaire. Et elle n'en avait aucune idée. Il y avait autre chose que Victoire ne savait pas. Un mois avant le mariage, elle avait organisé un brunch de fiançailles. J'en ai entendu parler par Caroline, qui l'a su par le circuit mondain parisien. 30 femmes, un salon privé au Four Seasons, du champagne et des sandwichs sans croûte, et Victoire tenant la cour comme une reine. Le sujet de la conversation, la collection de bijoux Hartwell. Les perles de grand-mère seront mon quelque chose de vieux, avait annoncé Victoire à la salle. La collection vaut plus de 2 millions d'euros. Elle est dans notre famille depuis des générations. Comme c'est merveilleux que cela te revienne, a dit quelqu'un. Eh bien, évidemment. Victoire avait souri. J'ai toujours été la préférée de grand-mère. Elle savait que j'apprécierais ces pièces comme il se doit, pas comme ma sœur, qui ne saurait pas distinguer un quartier d'un bijou fantaisie. Ma mère avait hoché la tête, sirotant son mimosa. Ta grand-mère voudrait que tu les aies, ma chérie. Tu as toujours été celle dont elle était la plus fière. Ce qu'aucune d'elles ne savait, c'est que la collection était déjà mienne. Elle m'appartenait depuis 6 mois. Victoire avait contacté Maître Lawson à plusieurs reprises pour tenter de réclamer les bijoux avant le mariage. Il l'avait poliment éconduite, invoquant des questions de succession en cours. Elle avait supposé qu'il s'agissait simplement de retards administratifs. Elle avait même commandé une vitrine sur mesure pour son dressing, prête à recevoir son héritage. Elle avait parlé de la collection à la famille de Marc. La vieille bourgeoisie impressionnée par les vieux bijoux. Elle en avait parlé à ses amis. Elle avait probablement déjà prévu dans quel magazine elle les montrerait. Et tout cela était construit sur un mensonge qu'elle ne savait pas qu'elle racontait. Elle croyait avoir droit à ces pièces. Elle croyait que grand-mère Éléonore l'avait aimée plus que tout. Elle était sur le point de découvrir à quel point elle avait tort. Et 400 membres de l'élite parisienne seraient là pour le voir. Retour au présent. Mon taxi m'a déposé à l'aéroport d'Orly juste au moment où le soleil se couchait sur Paris. La réception allait bientôt commencer. Le dîner, les toasts, la découpe du gâteau, et à un moment donné, selon la tradition de notre famille, la mariée ouvrirait les cadeaux. J'ai trouvé une place dans le salon VIP de la compagnie aérienne et j'ai commandé un café. À travers les baies vitrées, je regardais les avions décoller dans le ciel orangé. Mon téléphone était posé sur la table devant moi, silencieux. Pas d'appel, pas de message. Pas encore. J'ai pensé à grand-mère Éléonore, à la façon dont elle me regardait quand personne d'autre ne le faisait, à l'appareil photo qu'elle m'avait donné quand j'avais 10 ans, celui qui avait tout déclenché. Les plus grands trésors ne sont pas toujours ceux pour lesquels les gens se battent, avait-elle dit. Parfois, ce sont ceux qui sont transmis discrètement. Je comprenais maintenant. Elle savait exactement quel genre de femme Victoire deviendrait. Elle savait que mes parents choisiraient toujours ma sœur plutôt que moi. Et elle s'était assurée que, le moment venu, j'aurais la vérité de mon côté. Pas la vengeance, juste la vérité. J'ai siroté mon café et vérifié ma montre. 19h45. Le cocktail devait être terminé. Les invités seraient assis. L'animateur chaufferait la foule, se préparant à inviter Victoire et Marc à ouvrir quelques cadeaux spéciaux avant le dessert. Ma boîte argentée attendait. À l'intérieur, une copie du testament de grand-mère Éléonore, sa lettre pour moi, une photo de nous deux devant sa bijouterie préférée, et une seule feuille de papier pliée, une copie du contrat d'Everlit Studio avec mon nom clairement imprimé en bas. J'ai souri pour moi-même. D'une minute à l'autre, Victoire allait se saisir de cette boîte, et plus rien ne serait jamais pareil. Laissez-moi vous dire ce qui se passait au Grand Belmont pendant que j'étais assise dans ce salon d'aéroport. La salle de bal était magnifique. Une centaine de tables drapées de nappes ivoires, des centres de table de roses blanches et d'hortensias s'élevant vers les lustres en cristal. Un orchestre à cordes jouait doucement tandis que des serveurs en gants blancs servaient le troisième plat. 400 invités, l'élite parisienne, le vaste réseau des Thériault, la collection soigneusement choisie d'amis impressionnants de Victoire, et au centre de tout cela, ma sœur.
Elle était radieuse dans sa robe Dior sur mesure, des diamants scintillant à son cou et à ses poignets. Marc était assis à côté d'elle, beau et adorateur, exactement le genre de mari qu'elle avait toujours dit mériter. Mes parents étaient à la table d'honneur, rayonnants. Ma mère n'arrêtait pas de tamponner ses yeux, submergée de fierté. Mon père serrait la main du père de Marc, deux patriarches scellant une alliance. Personne n'a mentionné mon nom. Personne n'a remarqué la chaise vide qui aurait dû être là. Pendant le cocktail, Victoire avait circulé dans la salle, acceptant les compliments et les bises. Quand quelqu'un lui a demandé quel bijou elle portait, elle s'était penchée d'un air conspirateur. Attendez de voir la collection de grand-mère. J'en hérite, vous savez, plus de 2 millions de bijoux de famille. Je porterai les perles au gala de l'opéra au printemps prochain. Ses invités avaient fait des beaux BD à approprier. Maintenant, alors que le dessert était servi, l'animateur a pris le micro. Mesdames et messieurs, c'est l'heure d'un moment spécial. Nos magnifiques mariés aimeraient ouvrir quelques cadeaux avant de couper le gâteau. Victoire a applaudi de joie. Marc a souri à côté d'elle. Une table remplie de cadeaux attendait à proximité. Et posée sur le bord, presque cachée parmi les boîtes Cartier et les paquets Hermès, se trouvait une petite boîte argentée avec un ruban blanc. Victoire ne l'a pas remarqué. Pas encore. Victoire a flotté vers la table des cadeaux comme une reine s'approchant de son trône. Voyons quels trésors nous attendent, a-t-elle annoncé, et la salle a ri poliment. Elle a ouvert la première boîte, un vase en cristal de baccarat. La deuxième, un ensemble de chandeliers en argent massif. Chaque cadeau a reçu un sourire gracieux et un murmure d'appréciation. Puis sa main s'est posée sur la boîte argentée. Elle l'a prise, a jeté un œil à la carte et a laissé échapper un petit rire. Oh, regardez, a-t-elle dit assez fort pour que les tables voisines entendent. Un cadeau de ma sœur, celle qui n'a même pas pu se permettre de venir correctement. Quelques invités ont échangé des regards gênés. Marc a légèrement froncé les sourcils. Victoire, voyons ce qu'elle nous a offert. Un bon fait maison probablement, ou une de ses petites photographies. Victoire a défait le ruban, souriant toujours pour la foule. Elle a soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvait une enveloppe, épaisse et d'aspect officiel. Son sourire a vacillé. Elle a sorti les papiers, les dépliant lentement. Le premier était un document juridique couvert de tampons et de signatures. Le deuxième était une lettre manuscrite sur du papier crème. Le troisième était une photographie, une femme âgée et une jeune fille debout devant une bijouterie. Les yeux de Victoire ont parcouru le document juridique. Son visage est devenu blanc, puis rouge, puis de nouveau blanc. Qu'est-ce que c'est ? A demandé Marc en se penchant. Victoire n'a pas répondu. Ses mains tremblaient. La lettre lui a glissé des doigts et est tombée par terre. À une table voisine, Patricia a remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle s'est levée. Victoire, ma chérie. Victoire a levé les yeux des papiers, son visage un masque de choc et d'incrédulité. Ce n'est pas possible, a-t-elle murmuré. Ça ne peut pas être vrai. Grand-mère m'aimait. Elle n'aurait jamais. Elle s'est arrêtée. 400 invités la fixaient en silence. Et au fond de cette boîte argentée se trouvait un autre morceau de papier qu'elle n'avait pas encore déplié. Ma mère a atteint la table d'honneur en quelques secondes. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Victoire lui a tendu les papiers avec des mains tremblantes. Les yeux de Patricia ont parcouru le document, la signature notariée, le sceau légal, les mots qui déclaraient la collection de bijoux Hartwell propriété exclusive d'Amélie et Léonore Dubois. La couleur a quitté le visage de ma mère. Ce doit être une erreur. Ce n'est pas une erreur. La voix de Victoire s'est brisée. C'est daté d'il y a 2 ans, avant même que grand-mère ne tombe malade. Des chuchotements ont commencé à se propager dans la salle de bal. Les invités les plus proches de la table d'honneur en avaient assez vu. L'expression accablée de la mariée, les papiers tremblants dans ses mains. N'est-ce pas la collection de bijoux dont elle nous parlait tout à l'heure, a murmuré quelqu'un. La collection de 2 millions d'euros. Elle a dit que c'était à elle. Victoire les a entendus, son visage tordu. C'est un faux. Elle a brandi les papiers comme la preuve d'un crime. Ma sœur a falsifié ça. Elle a toujours été jalouse de moi. Mon père est apparu à côté de ma mère,
son expression sombre. Laisse-moi voir ça. Il a lu le document. Puis il a ramassé la lettre par terre. L'explication manuscrite de grand-mère Éléonore. Victoire voit ses bijoux comme des trophées. Amélie les voit comme des souvenirs. Je sais qui honorera mon héritage. Sa mâchoire s'est crispée. Harold. La voix de ma mère était faible. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Mais mon père n'a pas répondu. Il a reconnu l'écriture de sa mère. Il connaissait sa signature. Il a compris, peut-être pour la première fois, ce qu'Éléonore avait vu dans ses deux petites filles et ce qu'elle avait choisi. Ça ne peut pas arriver. Victoire a arraché la lettre, des larmes coulant sur son visage. Pas aujourd'hui. Pas à mon mariage. Marc se tenait figé à côté d'elle, regardant sa fiancée s'effondrer devant 400 témoins. Il avait l'air perdu. Il ressemblait à un homme qui commençait à peine à réaliser qu'il ne connaissait pas du tout sa fiancée. Attendez. La voix de Marc a coupé les sanglots de Victoire. Il fixait la boîte argentée. Il y a autre chose là-dedans. Victoire a baissé les yeux. Au fond de la boîte, à moitié cachée par du papier de soie, se trouvait un autre document plié. Elle l'a sorti avec des doigts tremblants. C'était un contrat de photographie. L'entête disait « Everlit Studio, contrat de prestation de service mariage ». Les yeux de Victoire sont tombés sur la page des signatures. Client, Victoire Dubois. Propriétaire, Amélie Dubois. Montant payé, 15 000 € non remboursables. Elle l'a fixé. Non. Sa voix était à peine un murmure. Non. 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 Victoire. Marc lui a pris le papier, ses yeux s'écarquillant à la lecture. Tu as engagé son entreprise. Tu m'as dit que ta sœur avait des difficultés, qu'elle ne pouvait pas garder un emploi. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Victoire s'est retournée, les yeux égarés. Où est le photographe? Où est le photographe? Une jeune femme avec un appareil photo s'est avancée nerveusement du coin où l'équipe de photographes avait travaillé toute la soirée. Je suis désolé, madame. Je suis la photographe principale. Madame Dubois. Amélie Dubois est la propriétaire, mais elle n'assiste généralement pas personnellement aux séances. Vous travaillez pour elle? La photographe a hoché la tête prudemment. Everlit Studio a photographié plus de 200 mariages. Nous sommes l'une des meilleures agences du pays. La salle de bal était maintenant complètement silencieuse. 400 invités. Chacun regardant le monde soigneusement construit de Victoire s'effondrer en temps réel. Quelqu'un à une table voisine a sorti son téléphone. A-t-elle dit 2 millions d'euros? Et la sœur possède une entreprise de photographie. Celle que Victoire qualifiait d'échec. Marc tenait toujours le contrat, son visage indéchiffrable. Victoire, sa voix était calme. Sur quoi d'autre as-tu menti? Victoire ne pouvait pas répondre. Elle était trop occupée à chercher son téléphone. Elle devait m'appeler. Elle devait crier sur quelqu'un. Elle devait réparer ça. Mais certaines choses ne peuvent pas être réparées. D'accord, je dois faire une pause ici. Levez la main dans les commentaires si vous l'aviez vu venir parce que, honnêtement, même moi, je ne m'attendais pas à ce que tout s'effondre aussi vite. Victoire vient de découvrir que la grand-mère qu'elle pensait l'aimer plus que tout voyait en fait clair en elle. Et la sœur qu'elle qualifiait d'échec? Elle possède l'entreprise qui photographie son mariage. Si vous voulez voir comment ça se termine, et croyez-moi, ça devient encore plus fou, cliquez sur ce bouton j'aime et restez avec moi parce que Victoire est sur le point de faire un choix qui définira tout ce qui se passera ensuite. Les chuchotements s'étaient transformés en un murmure constant. Victoire se tenait à la table d'honneur, le mascara coulant sur ses joues, les papiers accablants serrés dans ses mains. Mes parents l'encadraient comme des sentinelles, bien qu'ils aient l'air tout aussi choqués qu'elle. C'est alors que Caroline Ashford s'est avancée. Elle avait observé depuis un coin de la salle de bal, l'élégante organisatrice de mariage qui avait orchestré chaque détail de cette journée parfaite. Maintenant, elle se dirigeait vers la table d'honneur avec l'autorité calme de quelqu'un qui a tout vu. Si je peux me permettre. La salle s'est tue. Caroline a pris le document juridique des mains tremblantes de Victoire et l'a examiné brièvement. C'est authentique, a-t-elle dit,
assez fort pour que les tables voisines entendent. J'ai été témoin de la signature de cet avenant par Eleanor Hartwell il y a 2 ans. J'étais présente lorsqu'elle a discuté de ses souhaits avec son avocat. Patricia s'est avancée. Caroline, ce n'est pas possible. Je le peux, Patricia. La voix de Caroline était douce mais ferme. Eleanor était ma plus chère amie depuis 40 ans. Elle m'a dit exactement pourquoi elle avait fait ce choix. Alors dis-nous, a crié Victoire. Dis-nous pourquoi elle ferait ça. Caroline l'a regardé avec une sorte de pitié. Elle a dit, Victoire voit les bijoux comme des trophées. Amélie les voit comme des souvenirs. Elle a dit, ta sœur était la seule à l'avoir jamais aimée pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle possédait. Les mots sont restés en suspens dans l'air. À une table près du fond, quelqu'un filmait définitivement avec son téléphone maintenant. Elle a aussi dit autre chose. Caroline a croisé les mains. Elle a dit, Amélie ne m'a jamais rien demandé. Victoire n'a jamais cessé de demander. Cela comptait pour elle. La bouche de Victoire s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Pour la première fois de sa vie, ma sœur n'avait rien à dire, et 400 témoins avaient entendu chaque mot. Il y a autre chose que les gens devraient savoir. La voix venait du fond de la salle. Un homme d'une 60aine d'années s'est levé, cheveux argentés, distingué, portant un costume qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Richard Breton, PDG du groupe Média Breton, l'un des plus vieux amis du père de Marc. Je connais Amélie Dubois, a-t-il dit. Elle a photographié le mariage de ma fille l'année dernière à Saint-Tropez. 600 invités. Elle était brillante. Un murmure a balayé la salle. Attendez. Une femme à une autre table a levé la main. Amélie Dubois comme dans Everlit Studio. Ils ont couvert notre gala de fondation. Ils ont été présentés dans Vogue. D'autres invités ont commencé à prendre la parole. Ils ont photographié la cérémonie des Whitmore. J'ai entendu dire qu'ils sont réservés 2 ans à l'avance. Un ami m'a dit qu'elle a refusé des mariages de célébrités parce que son emploi du temps est plein. Le visage de Victoire était un masque d'incrédulité. C'est impossible. Amélie est. Elle prend des photos d'inconnus. Elle n'est personne. En fait, a dit Richard Breton, sans méchanceté. Elle a beaucoup de succès. Son entreprise a réalisé plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. C'est l'une des photographes de mariage les plus recherchées de la Côte d'Azur. Ma mère s'est agrippée au dossier d'une chaise. 3 millions. Elle avait l'air de pouvoir s'évanouir. Mon père se tenait très immobile, son visage indéchiffrable. Mais je connaissais cette expression. Il calculait, réévaluait, réalisant à quel point il s'était trompé. Elle n'a jamais rien dit, a-t-il murmuré. Pourquoi l'aurait-elle fait, a répondu Richard. D'après ce que je comprends, votre famille n'était pas particulièrement intéressée à écouter. Victoire s'est tournée vers Marc. Ça ne change rien. Elle essaie toujours de gâcher ma journée. Elle est toujours. Victoire. La voix de Marc était froide d'une manière que, me dit-on, personne n'avait jamais entendue auparavant. Tais-toi. Sa fiancée s'est tue. Et dans ce silence, la vérité s'est installée dans la pièce comme de la poussière après une explosion. À 5000 km de là, mon téléphone a commencé à sonner. J'étais toujours dans le salon de l'aéroport, sirotant mon 2e café, regardant la dernière lumière s'estomper sur l'horizon parisien. L'écran s'est allumé avec le nom de Victoire. Je l'ai laissé sonner. Elle a rappelé encore et encore, 5 fois, 10, 15. Puis le nom de ma mère est apparu, puis celui de mon père. Les messages ont commencé à affluer. Victoire, décroche ce téléphone tout de suite. Victoire, tu as tout gâché. Victoire, comment as-tu pu me faire ça? Maman, Amélie, appelle-moi immédiatement. Nous devons parler. Papa, c'est inacceptable. Tu vas t'expliquer. Victoire, je ne te pardonnerai jamais pour ça. Victoire, toute la salle me regarde. Victoire, qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte? J'ai regardé les notifications s'accumuler. L'écran brillait de leur rage, de leur désespoir, de leurs exigences. 47 appels manquaient le temps que je finisse mon café. J'ai mis mon téléphone en silencieux et l'ai glissé dans mon sac.
Un agent d'embarquement a annoncé que mon vol pour Nice était maintenant en cours d'embarquement. J'ai rassemblé mes affaires et me suis dirigé vers la porte de départ, passant devant des familles qui se retrouvaient, des couples qui se disaient au revoir et des voyageurs d'affaires tapant sur leurs ordinateurs portables. Personne dans cet aéroport ne savait ce qui venait de se passer dans une salle de bal de l'autre côté de la ville. Personne ne savait qu'une famille se fracturait en temps réel, qu'une mariée pleurait devant 400 invités, qu'une vérité cachée pendant des années avait enfin trouvé son chemin vers la lumière. J'ai tendu ma carte d'embarquement à l'agent et j'ai descendu la passerelle. Mais juste avant d'éteindre mon téléphone, un dernier message est arrivé. Pas de Victoire, pas de mes parents, mais de Marc. Et ce qu'il a dit m'a fait marquer une pause. Marc, Amélie, c'est Marc Thériault. Je suis désolé de vous contacter comme ça. J'ai eu votre numéro sur le contrat Everlit. Je suis resté dans l'embrasure de la porte de l'avion, les passagers passant à côté de moi, et j'ai lu ces mots. Marc, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé ce soir. Victoire est inconsolable, mais elle n'explique rien. Elle n'arrête pas de dire que vous l'avez trahi. Un autre message est apparu. Marc, elle m'a dit que vous étiez mentalement instable, que vous aviez des problèmes et que vous ne pouviez pas garder un emploi, que votre famille avait dû couper les ponts avec vous pour votre propre bien. Ma poitrine s'est serrée. Marc, je l'ai cru. Je n'ai jamais remis cela en question. Je n'ai jamais essayé de vous rencontrer ou d'entendre votre version. Je réalise maintenant que c'était une erreur. Une hôtesse de l'air a touché mon bras. Madame, nous avons besoin que vous preniez votre siège. J'ai hoché la tête et je suis allé à m'arranger, tout en continuant à lire. Marc, la réception s'est terminée tôt. La moitié des invités sont partis après que Caroline a parlé. Mes parents posent des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Je ne sais plus quoi croire. J'ai bouclé ma ceinture de sécurité alors que le dernier message arrivait. Marc, je ne vous demande pas de vous expliquer. Vous ne me devez rien. Mais je voulais que vous sachiez que je suis désolé pour le rôle que j'ai pu jouer dans tout ça, pour l'avoir cru sans poser de questions. J'ai fixé l'écran un long moment. Puis j'ai répondu. Moi, merci de m'avoir contacté, Marc. Je n'ai aucun ressentiment envers vous. Quelle que soit votre décision concernant votre relation, j'espère que vous trouverez la clarté. Sa réponse est arrivée presque instantanément. Marc, le mariage est terminé, mais je ne sais pas si le mariage le sera. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout. J'ai éteint mon téléphone alors que l'avion quittait la porte d'embarquement. Le temps. C'était la seule chose qu'aucun de nous ne pouvait récupérer. Le vol de retour vers Nice fut calme. J'étais assise à mon siège près du hublot, regardant les lumières de Paris rapetisser en dessous de moi, pensant aux messages de Marc, aux cris de victoire figés dans les textes, aux exigences de mes parents pour que je m'explique. Le fait est que je n'avais rien à expliquer. Je n'avais pas falsifié ces documents. Je n'avais pas piégé Victoire pour qu'elle engage mon entreprise. Je n'avais rien fait d'autre que de livrer la vérité que grand-mère Éléonore m'avait confiée. La vérité sur les bijoux, la vérité sur qui j'étais devenu, la vérité que ma famille avait refusé de voir pendant 28 ans. Quelque part au-dessus du Massif central, j'ai pris une décision. Je ne rappellerai pas Victoire. Je ne répondrai pas aux exigences de mes parents. Je ne m'excuserai pas, ne me défendrai pas, ni ne supplierai d'être comprise. Toute ma vie, j'avais accepté leur mépris. Je m'étais faite petite. J'avais espéré que si j'étais assez silencieuse, assez gentille, assez réussie, ils finiraient par me remarquer. Mais j'en avais fini d'espérer. Alors que l'avion traversait les Alpes, j'ai écrit une note sur mon téléphone. Pas un message à envoyer, juste des mots pour moi-même. Je ne leur fermerai pas la porte, mais je ne la tiendrai pas non plus ouverte pour toujours. Ils devront choisir de la franchir. C'était ma nouvelle limite. Si Victoire voulait s'excuser, vraiment s'excuser, je l'écouterais. Si mes parents voulaient me connaître, vraiment me connaître, je leur donnerais une chance, mais je ne les poursuivrai plus. Je ne jouerai plus la comédie de ma valeur pour des gens qui n'avaient jamais pris la peine de regarder. J'ai rangé mon téléphone et j'ai fermé les yeux. Au moment où nous avons atterri à Nice, le soleil se levait sur la Méditerranée. C'était comme le début de quelque chose, ou peut-être la fin. Quoi qu'il en soit, j'étais prête. Je n'ai appris l'existence de la vidéo que le lendemain matin. Mon assistante, Jenna,
attendait quand je suis entré dans les bureaux d'Everlit Studio. Elle avait son téléphone à la main et une expression entre l'étonnement et l'inquiétude. « Amélie, tu dois voir ça. » Elle a tourné l'écran vers moi. Une vidéo TikTok, déjà à 2 millions de vues et ça grimpait. La légende disait, une mariée riche découvre que sa sœur ratée est en fait millionnaire. Quelqu'un au mariage avait filmé. La vidéo montrait Victoire à la table d'honneur, son visage passant de suffisant à confus puis à dévasté alors qu'elle lisait les documents. Elle capturait le discours de Caroline. Elle capturait les invités murmurant la révélation de Richard Breton sur mon entreprise, l'ordre froid de Marc à Victoire de se taire. Les commentaires étaient sans fin. Les discrets sont toujours ceux que l'on sous-estime. Grand-mère savait exactement qui méritait ses bijoux. C'est la chose la plus satisfaisante que j'ai jamais vue. Toute la vie de Victoire vient d'être vérifiée devant 400 personnes. J'ai fait défiler des milliers de réactions, des étrangers qui ne m'avaient jamais rencontré, acclamant une femme qu'ils ne connaissaient que par un clip de 30 secondes. Ton nom est en tendance, a dit Jenna doucement. Everlit Studio a reçu 300 demandes d'informations cette nuit. Je me suis assise lentement. Je n'avais pas voulu cela. Je n'avais rien filmé, rien posté, pas essayé de devenir viral. Je voulais juste être vu par ma famille. Mais maintenant, le monde entier voyait quelque chose. Mon téléphone a vibré. Un email d'un journaliste du Figaro. Madame Dubois, nous aimerions vous interviewer à propos de la vidéo virale du mariage. Je l'ai supprimée. Annule mes réunions aujourd'hui, j'ai dit à Jenna. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Parce que ce n'était pas fini. C'était juste le début et j'avais le sentiment que ma famille allait bientôt se manifester. 3 jours plus tard, ma mère est apparue. J'étais dans mon bureau à examiner les épreuves d'une séance récente quand ma réceptionniste a sonné. Madame Dubois, il y a une femme ici pour vous voir. Elle dit qu'elle est votre mère. J'ai fermé les yeux un instant. Puis je me suis levé et je suis allé dans le hall. Patricia Dubois se tenait près de l'entrée, semblant complètement déplacée. Elle était vêtue de son Chanel habituel, boucle d'oreilles en perles, chemisier en soie, coiffure parfaite, mais ses yeux étaient rouges et incertains. Elle regardait le bureau d'accueil, les récompenses sur les murs, les couvertures de magazines encadrés présentant Everlit Studio. « C'est à toi », a-t-elle dit en me voyant. « Tout ça ? » « Oui. »« Tu ne nous l'as jamais dit. Vous n'avez jamais demandé. » Elle a tressailli. Je l'ai conduite à mon bureau et j'ai fermé la porte. Elle s'est assise sur la chaise en face de mon bureau, les mains jointes fermement sur ses genoux. Je suis venu pour parler de ce qui s'est passé. J'ai supposé que tu avais gâché le mariage de ta sœur. Sa voix s'est brisée. Comment as-tu pu lui faire ça? Je n'étais pas au mariage, maman. Je n'étais pas invité. Tu sais ce que je veux dire? Ce coup avec le cadeau. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil. Je lui ai donné la vérité de grand-mère Éléonore. Les documents sont authentiques. Le testament est légal. Tout dans cette boîte était authentique. Mais pourquoi? Pourquoi l'humilier devant tout le monde? Je ne l'ai pas humiliée. Elle s'est humiliée elle-même. J'ai gardé une voix calme. Elle a passé des mois à se vanter de bijoux qui ne lui ont jamais appartenu. Elle a menti à son fiancé à mon sujet. Elle a dit à tout le monde que j'étais un échec. Le visage de ma mère s'est décomposé. Maman. Je me suis penché en avant. J'ai passé 28 ans à être invisible pour cette famille. Je ne demande pas d'excuses. Je demande juste de l'honnêteté. Elle m'a regardé fixement. Et puis, pour la première fois de ma vie, ma mère m'a vraiment regardé. Le regard de ma mère a parcouru lentement mon bureau. Les baies vitrées donnant sur le centre-ville de Nice. Les récompenses exposées sur les étagères, les reconnaissances de l'industrie, les articles de magazines, une lettre encadrée d'un sénateur me remerciant d'avoir documenté le mariage de sa fille. Les photographies sur les murs, chacune témoignant d'une carrière construite en silence. Ses yeux se sont posés sur une photo de moi avec grand-mère Éléonore, prise à son 81e anniversaire. Nous rions de quelque chose, nos têtes penchées l'une contre l'autre, et puis Patricia Dubois s'est mise à pleurer. Pas les larmes délicates qu'elle produisait lors d'événements sociaux, mais de vrais sanglots, laids et bruts, secouant tout son corps.
Nous t'avons manqué, a-t-elle dit entre deux respirations. Je t'ai manqué. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je l'ai laissé trouver les mots. Victoire a toujours demandé tellement. Elle était bruyante sur ce qu'elle voulait, ce dont elle avait besoin. Et toi, tu étais juste silencieuse. Tu ne te plaignais jamais. Tu ne demandais jamais rien. Elle s'est essuyée le visage avec des mains tremblantes. Je pensais que ça voulait dire que tu allais bien. Je pensais que tu n'avais pas besoin de nous. J'ai cessé d'avoir besoin de vous, ai-je dit doucement. Parce que je savais que vous ne seriez pas là. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Je pensais. Elle a lutté pour se ressaisir. Je pensais que nous donnions à Victoire une attention supplémentaire parce qu'elle en avait plus besoin. Mais ce n'était pas vrai, n'est-ce pas? Elle en avait besoin parce que nous lui avions appris à en avoir besoin. Et tu as cessé d'en avoir besoin parce que nous t'avions appris à ne pas espérer. Je n'ai rien dit. Éléonore a essayé de me le dire. La voix de ma mère était à peine un murmure. Elle a dit que j'étais en train de te perdre. Je n'ai pas écouté. Je pensais qu'elle était dramatique. Elle m'a regardé avec des yeux rouges. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, Amélie, mais j'avais besoin que tu le saches. Je le vois maintenant. Je vois ce que j'ai fait. J'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai hoché la tête. Ce n'était pas un pardon, mais c'était un début. Avant de partir, ma mère m'a parlé de Victoire. Marc a reporté la lune de miel, a-t-elle dit, sa voix creuse. Il reste chez ses parents. Il dit qu'il a besoin de temps pour réfléchir à tout. Pour savoir s'il veut toujours être marié. Ma mère a hoché la tête misérablement. La vidéo a empiré les choses. Elle a pressé ses doigts contre ses tempes. C'est partout. 3 millions de vues maintenant. Les gens de l'entreprise de Victoire l'ont vu. Son patron l'a convoqué à une réunion. Ils lui ont demandé de prendre un congé jusqu'à ce que la situation se calme. J'ai senti une étrange lourdeur dans ma poitrine. Pas de satisfaction, pas de joie, juste de la lourdeur. Il y a plus. Ma mère a continué. Les parents de Marc, les Thériault, ils ont appelé ton père. Ils ont demandé s'il y avait autre chose sur lequel Victoire avait menti. C'est la vieille bourgeoisie. Tu sais, ils se soucient beaucoup de la réputation de la famille. Et Victoire n'a pas pu leur répondre. Elle a essayé. Elle a dit que tu avais tout manipulé. Que grand-mère Éléonore n'était pas dans son bon esprit quand elle a fait le testament. Ma mère a ri amèrement. Mais Caroline Ashford est amie avec les Thériault. Elle leur a dit la vérité. Donc Victoire avait perdu plus que les bijoux. Elle avait perdu la confiance de Marc, le respect de sa famille, sa réputation professionnelle, l'image parfaite qu'elle avait passé toute sa vie à construire. Elle te blâme, a dit ma mère. Elle dit que tu as détruit sa vie exprès. Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de faire semblant. Ma mère s'est levée pour partir, rassemblant son sac à main avec des mains tremblantes. À la porte, elle s'est retournée. Éléonore disait toujours que tu étais la plus forte de nous toutes. Sa voix s'est brisée. Je pense que je comprends enfin ce qu'elle voulait dire. Elle est sortie. Je suis resté seul dans mon bureau pendant un long moment après cela, regardant le soleil descendre vers la Méditerranée. Forte n'était pas ce que je ressentais, mais je n'étais pas brisé non plus. Ce soir-là, je suis resté tard au bureau. Le bâtiment était silencieux. Tout le monde était rentré chez soi. Je suis resté assis sur ma chaise, regardant l'horizon de Nice passer du doré au rose puis au bleu profond. Sur mon bureau se trouvait la photographie de grand-mère Éléonore et moi. Je l'ai prise et j'ai étudié son visage. Ce sourire entendu, ces yeux bienveillants qui m'avaient toujours vu quand personne d'autre ne le faisait. As-tu tout planifié, ai-je demandé à la pièce vide. Bien sûr, elle n'a pas répondu, mais je pouvais imaginer ce qu'elle dirait. J'ai juste planté des graines, ma chérie. C'est toi qui as grandi. J'ai pensé à ma famille, à Victoire se noyant dans les conséquences de ses propres actes. À ma mère ouvrant enfin les yeux après 28 ans, à mon père recalculant probablement tout ce qu'il pensait savoir sur ses filles. Je ne voulais pas les punir pour toujours, mais je ne pouvais pas non plus redevenir invisible. J'ai pris une décision, assise là dans la lumière déclinante.
La porte de la réconciliation ne serait pas verrouillée. Si Victoire s'excusait sincèrement, sans me blâmer, sans trouver d'excuses, mais en prenant réellement ses responsabilités, je l'écouterais. Si mes parents voulaient connaître la vraie moi, je leur donnerais cette chance. Mais je ne les poursuivrai pas. Je ne jouerai pas pour leur approbation. Je ne me ferai pas petite pour rentrer dans l'espace qu'ils m'avaient assigné. Ils devraient venir à moi en égo ou pas du tout. Je l'ai écrit dans mon journal. Je ne leur fermerai pas la porte, mais je ne la tiendrai pas non plus ouverte pour toujours. Ils devront choisir de la franchir. C'était ma limite. Claire, ferme, infranchissable. Pour la première fois de ma vie, je savais exactement ce que je méritais, et je n'étais pas prête à accepter moins. Une semaine après la visite de ma mère, je suis allé à la banque. La collection Hartwell m'attendait dans un coffre-fort privé. 12 pièces de bijoux exquis qui étaient dans la famille de ma grand-mère depuis des générations. Des colliers de perles des années 1920. Des boucles d'oreilles en diamant art déco. Une broche en saphir qui avait appartenu à une duchesse. J'ai tenu chaque pièce avec soin, pensant aux mains qui les avaient portées, aux histoires qu'elles transportaient, à l'amour qu'elles représentaient. Victoire les avait voulues comme des trophées, des symboles de statues à photographier, exposer et vanter, mais grand-mère Éléonore les voyait différemment. La beauté n'est pas une question de possession, avait-elle écrit dans sa lettre. C'est une question de préservation. Je comprenais maintenant. J'ai pris des dispositions pour que les pièces les plus significatives sur le plan historique soient prêtées au musée des arts décoratifs de Paris, où elles seraient exposées dans l'aile des arts décoratifs avec une plaque en l'honneur de l'héritage d'Éléonore Hartwell. Le reste, je le garderai en sécurité. Un jour, si j'avais des enfants, ils en hériteraient avec les histoires de leur provenance et de leur signification. En quittant le coffre-fort, le directeur de la banque m'a tendu une enveloppe scellée. Ceci était également dans le coffre-fort, Mademoiselle Dubois. Nous ne l'avions pas remarqué auparavant. À l'intérieur se trouvait une courte note manuscrite. Ma chère Amélie, une dernière chose que je ne t'ai pas dite. J'ai laissé quelque chose à Victoire aussi. Un petit bracelet de perles qui appartenait à ma mère. Simple, sans grande valeur, mais significatif si elle pouvait en comprendre la valeur. J'espère qu'un jour elle le fera. Amour toujours. Grand-mère Éléonore. Je suis resté dans le hall de la banque et j'ai laissé les larmes couler. Même dans la mort, ma grand-mère avait espéré que Victoire pourrait changer. Peut-être qu'elle le ferait, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'honorerai la mémoire de grand-mère Éléonore. La seule façon que je connaissais, en étant la personne qu'elle avait toujours cru que je pouvais être. 6 mois se sont écoulés depuis le mariage de Victoire. Je suis toujours à Nice, dirigeant toujours Everlit Studio, construisant toujours la vie que j'ai créée à partir de rien. La vidéo virale s'est finalement estompée, comme ces choses le font. Mon nom n'est plus en tendance. Les journalistes ont cessé d'appeler, mais certaines choses sont différentes maintenant. Ma mère appelle une fois par semaine. Des conversations maladroites et hésitantes au début, aucune de nous ne sachant quoi dire, mais lentement nous apprenons. Elle me pose des questions sur mon travail. Je lui raconte, elle écoute. C'est un début. Mon père a envoyé une lettre, 3 pages, manuscrite, s'excusant pour des années d'aveuglement. Je n'ai pas encore répondu. Je ne suis pas sûr de quoi dire, mais j'y réfléchis. Victoire et Marc suivent une thérapie de couple. Elle m'a appelé le mois dernier, la première fois depuis le mariage. Elle ne s'est pas excusée exactement, mais elle n'a pas attaqué non plus. Elle a juste dit, j'essaie de comprendre. Peut-être que c'est tout ce qu'elle peut offrir pour le moment. Peut-être qu'un jour ce sera plus. J'ai appris quelque chose à travers tout cela. La meilleure réponse au mépris n'est pas la vengeance. Ce n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort ou de leur frotter votre succès au nez. C'est de construire quelque chose de réel. C'est de protéger ce qui compte. C'est de connaître sa valeur si profondément que l'opinion de personne, pas même celle de votre famille, ne peut l'ébranler. Je ne me suis pas présenté à ce mariage pour détruire ma sœur. Je me suis présenté pour être enfin vu. Et ce cadeau que j'ai laissé sur la table, il ne s'agissait pas de la démolir. Il s'agissait de me tenir debout. Pour la première fois de ma vie, je me suis choisi.